Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler aujourd'hui des caractéristiques des grandeurs sinusoïdales. Nous avons ici, en vert, un signal sinusoïdal périodique. Alors pourquoi périodique? Parce qu'en fait, pour le décrire, pour le reproduire, il suffit de répéter ce motif. La durée de ce motif s'appelle la période du signal et se note généralement par la lettre T majuscule. Elle s'exprime dans les unités du système international en secondes. À noter que pour trouver cette période, on aurait pu avoir cette longueur ici et celle-ci. Pour calculer la fréquence du signal en Hertz, il suffit d'utiliser la relation que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Alors attention à cette formule, si vous voulez que l'application numérique vous donne directement la fréquence en Hertz, il faut impérativement que la période t soit exprimée en secondes. On trouve une fréquence de 125 Hertz. Concrètement, ça veut dire que pour ce signal, le motif se reproduit 125 fois chaque seconde. Maintenant, on peut aussi imaginer que ce signal, on l'a obtenu en prenant une flèche que l'on va faire tourner avec une certaine vitesse angulaire dans un cercle. Et l'ombre de la flèche, sa projection, représente la valeur instantanée de la tension U de t à chaque instant. Et vous voyez ici que la longueur de la flèche jaune varie. Et si on mettait un crayon au bout de cette flèche et que l'on tirait une feuille de papier, eh bien on trace notre sinusoïde. Et la vitesse de rotation de cette flèche mauve, c'est la pulsation de notre signal sinusoïdal, qui est notée par la lettre oméga. Alors maintenant, comment calculer cette pulsation? La fréquence de notre signal étant 125 Hz, pour calculer la pulsation, la formule vous sera donnée, c'est oméga qui est égal à 2π multiplié par la fréquence. Donc, notre signal sinusoïdal périodique a donc une pulsation de 7,85 10 puissance 2 radians par seconde. Quand on a un signal sinusoïdal, on peut repérer facilement le maximum. Donc ici, notre tension aura pour valeur maximum 225 volts. C'est un synonyme de parler aussi d'amplitude du signal. L'amplitude du signal est de 225 volts. Donc Umax 225 volts, parfois on peut noter Umax de cette façon. Et avec Umax, on peut calculer la valeur efficace du signal. Il suffit de diviser par racine de 2. Maintenant, à quoi ça correspond concrètement cette valeur efficace? Eh bien, on peut prendre l'exemple d'un élément résistif. Si jamais on applique ce signal vert ici, sinusoïdal, aux bandes d'un élément résistif, il va y avoir par effet Joule dégagement de chaleur. Eh bien, il suffit d'appliquer une tension de 159 volts en continu pour avoir exactement le même dégagement de chaleur. Donc finalement, cette courbe bleue a le même pouvoir que la courbe verte. Alors attention à ne pas confondre avec la courbe violette qui, elle, représente la valeur moyenne de notre signal vert. Si on prend une source électrique alternative, que l'on représente comme ceci, et que l'on alimente un dipôle, alors c'est-à-dire un moteur, des bobines, des condensateurs, un élément résistif, il y a bien sûr un courant qui va circuler dans le dipôle et on peut mesurer la tension aux bornes du dipôle. Si on prend par exemple une machine à laver, elle contient à l'intérieur un moteur électrique qu'on appelle moteur asynchrone. Si on mesure la tension et l'intensité qui alimentent cette machine, on peut observer ici que le maximum de la tension ne coïncide pas exactement avec le maximum de l'intensité. Il y a un décalage temporel qui se crée entre la tension et l'intensité, et ceci est dû au fait qu'on utilise un moteur qui contient des bobines. Certains composants, comme les condensateurs, les bobines, produisent cet effet de décalage entre la tension et l'intensité. Si on visualise l'évolution au cours du temps de ces deux grandeurs, la tension et l'intensité, ici le maximum de la tension, eh bien, il ne tombe pas en même temps que le maximum de l'intensité.
En fait, il y a un décalage temporel, un déphasage temporel. Et encore plus curieusement, c'est si ce dipôle n'est qu'une résistance, eh bien il n'y a pas de décalage. Les maximums tombent en face. En revanche, si ce dipôle est composé de bobines, de condensateurs, de bobines et de condensateurs, eh bien il y a un décalage. Et ce décalage va avoir une très grande répercussion sur les puissances qui vont exister dans les circuits lorsqu'ils sont alimentés par une source électrique alternative. Alors très rapidement, on peut dire aussi qu'on a un déphasage temporel, mais on peut aussi, là c'est un petit peu plus compliqué à comprendre, parler de déphasage en radians, phi. Bon, c'est tout simple, en fait, pour calculer ce déphasage en radians, il suffit d'utiliser la formule suivante. Le déphasage en radians, c'est 2π multiplié par le déphasage temporel divisé par la période du signal. Alors, vous allez me dire la période de quel signal? En fait, dans un signal périodique, U et I sont à la même fréquence, donc ils ont tous les deux la même période. Alors ici, au temps 1 seconde, U vaut 1 volt, I 0,35 ampères. Donc bien sûr, la puissance absorbée par le dipôle, puisque P c'est I fois U, à chaque instant, la formule est vraie, eh bien 0,35 watts au temps T égale 1 seconde. Au temps T, 0,2 secondes environ, 0,2 volts, 0,4 ampères, la puissance vaut 0,08 watts. Donc, la puissance absorbée par le dipôle est une puissance qui va varier au cours du temps. Si je faisais les calculs comme ça à chaque instant, de U fois I, j'obtiendrais la courbe rouge, qui est elle aussi une sinusoïde. C'est l'évolution de la puissance au cours du temps. Et la valeur moyenne de cette puissance, c'est la puissance qui va être activement absorbée par le dipôle. 175 watts ici. Sur cette animation, on peut s'amuser à faire varier le décalage temporel, ou plutôt le déphasage, entre la tension et l'intensité, pour voir les effets au niveau de la puissance instantanée et de la puissance active. Dans ce premier exemple, si on prend un déphasage de 0, c'est-à-dire que la tension et l'intensité sont parfaitement synchronisées, on observe que la puissance instantanée est une puissance sinusoïdale et que la puissance active, c'est-à-dire la valeur moyenne de cette puissance instantanée, ici, est constante et positive. Si on cherche maintenant à augmenter le déphasage, c'est-à-dire le décalage entre la tension et l'intensité, on s'aperçoit que progressivement, la puissance moyenne, c'est-à-dire la puissance active, diminue lorsque ce déphasage augmente. Ce type de déphasage est obtenu lorsque le circuit électrique contient des bobines. À cause de ce déphasage, toute la puissance qui est fournie à mon dipôle n'est pas de la puissance qui pourra produire une action. Il se produit le même effet lorsque j'applique un déphasage qui cette fois-ci est négatif. On s'aperçoit ici, de la même manière, que plus le déphasage augmente, plus la puissance active a tendance à diminuer. Cet effet est retrouvé par exemple lorsqu'on a affaire à des circuits comportant des condensateurs. Enfin, on constatera ici que lorsque le déphasage est nul, c'est-à-dire que lorsque la tension et l'intensité sont parfaitement synchronisées, qu'il n'y a pas de décalage temporel entre mes deux caractéristiques, dans ce cas, la puissance active, qui est la moyenne de la puissance instantanée, sera à son maximum. C'est le cas des circuits qui comportent une résistance. Voilà, j'espère que vous en savez un petit peu plus sur les caractéristiques des grandeurs sinusoïdales. N'oubliez pas de compléter votre questionnaire, et moi je vous dis à plus en classe.